Bonjour, aujourd'hui nous allons voir DaVinci Resolve. Alors DaVinci Resolve pour moi c'est le logiciel que je préfère. C'est le logiciel le plus complet, on peut vraiment tout faire dedans sans sortir du logiciel. On peut faire l'acquisition des médias, le montage, la post-production, donc les effets spéciaux vraiment, l'étalonnage, on peut faire du son et on peut sortir directement un produit fini. Ce tutoriel s'adresse aux débutants, pour les confirmer, je ferai d'autres vidéos plus tard. Je vous conseille quand même d'aller revoir le début de ma vidéo sur Adobe Premiere, dans laquelle je parle de la nomenclature des fichiers, pour bien préparer son montage vidéo. C'est juste une petite partie de 5 minutes qui vous explique comment bien ranger vos dossiers et bien renommer vos fichiers, pour commencer à monter et travailler dans de bonnes conditions. Donc il y a un gros avantage de commencer à travailler avec DaVinci Resolve. De 1, moi je le trouve beaucoup plus stable que la suite Adobe en général. Tout ça dans un programme qui existe en deux versions, une version gratuite, qui est vraiment utilisable plus de 95%, et une version payante qui coûte environ 300 €, mais on le paye une fois et c'est à vie. Mais une suite Adobe, ça coûte 60 € par mois, ce qui fait 700 € par an. J'ai une de mes élèves qui vient d'acheter une caméra qui coûte 1100 €, elle a 300 € de licence dedans. Donc c'est vraiment très intéressant. Le logiciel peut un peu effrayer les débutants, mais vous allez voir que c'est très simple, l'interface est assez intuitive. Moi je travaille avec la version studio, mais tout ce que je vais vous montrer fonctionne avec la version gratuite. Je vous propose de commencer sans plus attendre, après le jingle. J'ouvre le logiciel. Comme je vous l'ai dit, moi c'est la version studio. Vous, quand vous le démarrez, il ne sera pas marqué studio ici, parce que vous aurez la version gratuite. Alors nous arrivons d'abord sur cette page-ci, la page projet. Elle s'affichera peut-être comme ça dès que vous allez la démarrer. Ça affichera ici les projets récents que vous avez ouverts. Vous pouvez aussi cliquer ici sur l'icône projet et créer des librairies, voilà, que vous mettez où vous voulez sur votre disque dur. Voilà. Moi j'en ai fait par exemple pour ma formation, pour l'école, pour des projets pro. Ça vous permet vraiment de ranger vos projets et de ne pas tout avoir au même endroit. Si vous avez 1 ou 2 projets par an, c'est pas encore trop grave, mais si vous avez des projets réguliers et que vous avez 20, 30, 40 projets, pour vous y retrouver ici, ça va être un peu le bordel, comme on dit vulgairement. Donc bien faire des librairies pour trier vos dossiers, c'est pas plus mal. Donc il vous suffit de cliquer sur Add Project Library, de donner un nom à votre projet, de cliquer sur Parcourir, et d'aller trouver un endroit sur votre disque dur où vous mettez vos projets. Voilà. Ici, pour l'exemple, je vais simplement créer un projet ici. Donc, soit vous cliquez sur Untitled Projects, vous pouvez aussi cliquer sur Nouveau projet, ou faire un clic droit, Nouveau projet. Vous pouvez aussi déjà créer des dossiers aussi, ici pour, par exemple, Pro. Voilà, et créer aussi ranger vos dossiers aussi comme ça, c'est une autre manière de s'y retrouver. Moi j'avoue que je préfère vraiment créer des librairies pour sauver mes projets à des endroits spécifiques. Vous pouvez aussi ici travailler en réseau. Voilà, si vous travaillez avec plusieurs personnes, vous pouvez sauver des projets en ligne. Voilà, évidemment ça c'est payant en plus. C'est un système d'abonnement. J'avoue que je n'utilise pas ça, donc je ne vais pas approfondir ça. On va rester quand même sur des choses simples. Donc ici, je vais créer un nouveau projet. Je vais cliquer ici. Et on arrive ici sur la page Rush. Alors, on va regarder d'abord l'interface ensemble. On va commencer par le début. Ici, c'est la partie média. Donc c'est ici que vous allez pouvoir importer ou créer vos dossiers. Vous pouvez aussi cloner des disques durs. Parce qu'en cinéma, pour sauver des données, on ne fait pas juste des copier-coller de cartes SD à des disques durs. C'est souvent des cartes beaucoup plus spécifiques comme des cartes CFAS. Et nous sommes obligés de faire ce qu'on appelle des checksums quand on fait des copies. C'est-à-dire que la copie doit être validée. Alors, on utilise souvent des logiciels spécifiques pour faire ces copies. Et ces logiciels certifient que la copie est parfaite et qu'il n'y a pas d'erreur de copie. Alors, je vais passer l'onglet Rush parce que j'avoue que je n'utilise jamais ça. Je passe directement à l'onglet Montage. Il y en a qui l'utilisent pour dérusher rapidement. J'avoue que moi, j'ai jamais vu vraiment l'avantage de ce truc-là. Voilà, mais c'est personnel, hein, ça ne veut pas dire que c'est inutile. C'est que moi, je n'utilise pas. Donc ici, quand on clique ici, on peut monter notre projet. On va voir les outils après. Quand on sélectionne un plan, on peut directement aussi y faire des effets numériques. Donc on sélectionne notre plan par exemple et on passe sur l'onglet Fusion. Donc, Fusion c'est un logiciel de compositing pour le cinéma, comparable à Nuke. Ça parlera à ceux qui sont déjà un peu dans le domaine. Ça fait des effets numériques comme After Effects mais ça ne fonctionne pas du tout de la même manière.
ça travaille avec des nodes. Je vous montrerai un peu après à quoi ça ressemble. Là, ça ressemble un peu à un arbre généalogique. Le travail est complètement différent. On met des fonctions qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et donc, quand on a fait notre plan et qu'on l'a truqué, on peut continuer à monter et passer au plan suivant, truquer un plan plus loin, par exemple. Une fois qu'on a fini notre montage, on peut passer sur l'onglet ici, qui est dédié à l'étalonnage. Alors, l'étalonnage, c'est quoi? Si on remonte au moment de la pellicule, alors si on remonte à l'époque de la pellicule, on filmait avec des pellicules différentes, souvent même de marques différentes. Kodak, Fuji. D'ailleurs, si on regarde Kodak et Fuji, si on fait attention, Kodak, la couleur du logo, c'est orange et rouge. Fuji, c'est vert et rouge, parce que c'était les dominantes de la pellicule. Donc en montage, on pouvait se retrouver avec un plan filmé avec telle pellicule et un autre plan filmé avec telle pellicule. Et on utilisait des procédés chimiques pour essayer que les couleurs soient plus ou moins les mêmes. Donc on ne voit pas la différence à la fin de la couleur. Alors maintenant, ça va beaucoup plus loin avec le numérique. On fait des corrections colorimétriques de base comme ça pour faire matcher des images prises avec telle ou telle caméra. Mais on crée aussi après ce qu'on appelle des looks. Je ne veux pas choquer les étalonneurs. C'est juste pour vulgariser. C'est un peu comme si on mettait des filtres Instagram. Et c'est encore une note artistique supplémentaire à notre vidéo. D'ailleurs, on crée une identité à notre vidéo avec ces looks. Par exemple, si on regarde Matrix, il est très vert, mais ça crée aussi une ambiance, ça raconte quelque chose. Le but, c'est pas de faire juste quelque chose de joli. L'étalonnage, on peut aussi vraiment raconter des choses par la couleur. Et c'est ça qui est le plus important. Un des premiers films à avoir été truqué sur DaVinci en couleur, c'est Roger Deakins qui avait filmé, et c'était sur le film O Brother. Voilà, un magnifique film que je vous conseille. D'ailleurs, DaVinci, à l'époque, n'était qu'un logiciel d'étalonnage. Voilà, Blackmagic a racheté début des années 2000, c'est vers 2005-2008. Blackmagic à la base c'est un constructeur, ils ne font pas de logiciel, mais ils ont racheté DaVinci Resolve qui n'était qu'un logiciel d'étalonnage. Ensuite ils ont racheté Fusion qui était un logiciel d'effets numériques pour les grosses boîtes de post-production. Et ensuite ils ont racheté Fairlight, Fairlight qui était aussi une société australienne de post-production en son. Chacun de ces outils coûtait vraiment très cher, je crois qu'à l'époque DaVinci Resolve coûtait à lui seul et il ne faisait que de la couleur 15 000 $. Donc maintenant, il faut vous dire que ici, avec la version de DaVinci qu'on a en 2025, on est à la 19, vous avez l'équivalent d'une BMW pour mes amis français, série 2, série 3 de logiciels, niveau prix. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, une fois qu'on a fait nos couleurs, on passe à l'onglet Fairlight. Voilà. Évidemment, il n'y a rien pour le moment, tout ça est un peu vite parce que je n'ai rien apporté. Mais c'est ici qu'on peut monter du son. Donc c'est un peu un équivalent de pour ceux qui connaissent de Pro Tools. Pro Tools qui est aussi un logiciel très cher. Une fois qu'on a fini toutes ces étapes-là, on peut passer sur la petite fusée à l'export de notre projet. Voilà. Et on peut exporter pour Internet, H264, H265, du ProRes de chez Apple, des vidéos dédiées pour YouTube, TikTok, etc. On peut aussi exporter notre projet pour retravailler sur Final Cut Pro ou Premiere. On peut aussi exporter seulement l'audio vers Avid aussi, vers Pro Tools pour le son. Et si on va sur Custom, on peut aussi faire plein de choses différentes. Des MXF aussi pour les chaînes de télévision, des MKV, des séquences d'images PNG, et aussi, ce qui peut être très intéressant, c'est d'exporter un DCP. Alors, le DCP, c'est quoi? C'est un format qui est vraiment dédié pour l'export pour les projecteurs de cinéma. Quand on livre un film, un court-métrage, un long-métrage à un cinéma ou à un studio qui va le livrer au cinéma, ce n'est pas un fichier MP4 pour YouTube. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très spécifique. Je ne vais pas aller vraiment plus loin pour vous expliquer tout ce qu'il y a là-dedans. Ça peut être assez complexe, ça demanderait une vidéo qui est dédiée à ça, je pourrais en faire une plus tard. Mais ça aussi, normalement on passe par un logiciel qui est payant et qui coûte assez cher, et ici il y a quelque chose d'intégré dedans. La seule différence c'est qu'il n'est pas crypté, les logiciels payants vont le crypter et le protéger pour ne pas qu'il soit copié. Ici dans la version de base, il n'est pas crypté. Voilà. Mais ça permet déjà de livrer des films à des cinémas. Moi je l'utilise par exemple pour le festival du film sauvage qui me demande chaque année des DCP, et pour mon festival que j'organise qui s'appelle Nanariège. Là, on encode des films en DCP, des films restaurés, toutes les bandes annonces qu'on passe, les cuts, etc. sont encodés en DCP. Alors ici, pour le moment, on a une bibliothèque de médias vides. Donc je peux faire un clic droit, créer directement des timelines, je peux faire un nouveau chutier, voilà, par exemple dans lequel je mets tous mes rushs. Donc, un chutier c'est quoi? C'est des dossiers, on peut apporter des médias, apporter des chutiers, apporter des XML, donc ça permet par exemple d'apporter un montage directement
Si vous l'avez déjà fait sur Adobe Premiere et que vous voulez le post-produire, enfin, genre faire l'étalonnage ou certains effets numériques sur DaVinci, on peut apporter des sous-titres. On peut aussi synchroniser automatiquement l'audio. Ça peut être pas mal. C'est-à-dire qu'il y a... si vous avez des sons qui ont été pris à part de vos vidéos et que vous avez un son témoin quand même sur vos rushs, vous pouvez lui dire d'analyser le spectre audio et de directement synchroniser vos rushs avec le son. Vous gagnez vraiment du temps. Donc ici, je vais aller chercher des rushs et du son, par exemple. Je vous laisse revoir mes vidéos donc sur Adobe Premiere pour comment bien nommer et ranger ces dossiers. Encore désolé pour le son de cette vidéo. Donc, je vais commencer d'abord, avant d'apporter mes médias, par régler mon projet. En allant ici sur Paramètres du projet. Ici, je vais décider de la résolution de ma timeline. Par exemple, même si j'ai filmé en 4K, je vais décider de monter moi en Full HD. Parce que je vais sortir la plupart de mes vidéos pour Internet. 25 images par seconde. Donc ici on a le monitoring vidéo. Si vous avez un écran externe, une carte dédiée, vous pouvez choisir la résolution de sortie. Alors ici, média optimisé et rendu, c'est quoi? C'est pour créer des proxys. Alors des proxys, c'est quoi? Votre machine, surtout si vous avez un ordinateur portable ou une petite configuration, ça risque vraiment de ramer au moment de monter. Donc en cinéma, quand on filme même en 8K maintenant, personne ne monte en 8K. Les machines sont trop peu puissantes, ou alors vraiment dans les grosses boîtes de post-production. On crée ce qu'on appelle des proxys. Donc c'est des fichiers basse résolution avec lesquels on monte, et au moment de faire le rendu final, on va rechercher, ou même quand on en a besoin, on va rechercher les fichiers haute résolution. Donc ici on peut choisir la résolution originale, demi, quart, huitième, par rapport à l'original. On peut décider ici de faire de l'H264, du ProRes, du DNX HD, etc. Voilà. Moi je vous avoue que j'aime encore bien le ProRes 422, LTO Proxy, ça suffit largement. Et dire où seront générés les proxys. Donc si vous utilisez ça, je vous conseille de créer un dossier dans votre projet. Donc moi comme je l'ai dit, je fais un projet pour mes clients avec tous mes fichiers dedans, donc je crée aussi un dossier proxy là-dedans, comme ça, si je veux sauver tout le projet de mon client, je n'ai qu'à copier l'entièreté du projet sur un serveur que j'ai, et je suis sûr de rien perdre, sinon il va mettre les proxys autre part. Voilà. Pour le moment, là, il est configuré de base, mais je peux décider d'aller vraiment le mettre dans un dossier spécifique. Vous pouvez aussi gérer la gestion de la couleur. Pour le moment, je ne vais pas aller plus loin avec ça, je vais le laisser de base. Mais il existe différents espaces colorimétriques et je ferai aussi sans doute une vidéo dédiée là-dessus. Pour tout ça aussi, je vous invite à aller voir la chaîne de Mathieu Misiraka, qui est un directeur photo français et qui a vraiment des vidéos très techniques là-dessus. Je vous mets le lien en description. Alors pour importer mes médias, je peux prendre mes rushs et le glisser là. Voilà, il m'a tout mis comme ça, donc je vais annuler. Et je vais plutôt le prendre, par exemple avec mon son, voilà, et le mettre dans Master. Et là, on voit qu'il m'a pris mes dossiers. Ce qui est déjà une bonne chose. Je pourrais décider, mais ici ce n'est pas le cas parce que j'ai du son qui est directement sur ma caméra, de synchroniser le son et l'audio. Donc je pourrais choisir de prendre mon son et mes rushs et de faire synchroniser automatiquement l'audio. C'est ici que ça se fait. Et automatiquement, il y aura une petite icône qui va s'afficher pour dire que les deux sont synchronisés ou pas. S'il n'a pas réussi à le synchroniser, il faudra le faire à la main. Mais ça marche quand même déjà pas mal, ça peut vous faire vraiment gagner beaucoup de temps. Ici, je vais passer sur l'onglet de montage directement. Alors ici, j'ai les icônes. Ce qui est pratique, c'est quand je les survole, hop, je peux directement voir tout ce qu'il y a dedans. Donc ici, c'est un petit spectacle que j'ai été filmé pour l'inauguration d'une salle de spectacle. Voilà, donc j'ai pris des rushs un peu de l'ambiance. Voilà. Pareil pour mes rushs, je double-clique ici, je peux les voir. Voilà. Play, pause. Je peux aller aussi dans l'autre sens. Je vous avoue que j'utilise rarement ça. Donc je peux avoir les grosses icônes ici, mais si je clique ici, je peux aussi faire la liste. Moi je vous avoue que des fois c'est plus pratique quand même. Voilà. Il y a des moments où je passe de à l'autre, mais les 3/4 du temps je suis comme ça. Alors ici à droite je retrouve l'inspecteur. Si vous ne l'avez pas, il faut le cliquer ici. Peut-être que quand vous allez ouvrir l'interface, il y a des fenêtres ici que vous n'aurez pas. C'est juste les activer ici en haut ou en bas. J'ai aussi le mixeur, là je peux l'activer, désactiver. C'est ici en haut, par exemple, je peux afficher ou désactiver mes effets. Alors, pour commencer à monter, je vais, un peu comme sur Adobe Premiere, vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, comme d'habitude. C'est de prendre son rush, le glisser, avancer,
commencer à couper. Donc là, j'ai appuyé sur B, qui est le raccourci pour le cutter, parce que quand je suis débutant, je m'aperçois qu'il y a un beau cutter. Voilà, je commence à trier comme ça, etc. Voilà, exactement comme pour Adobe Premiere, on ne travaille pas comme ça. Voilà. Je vais ici en plus, près de mon master son, là, je vais en plus, dans mon master ici, créer donc un nouveau chutier, timeline. Il me l'a mis en sous-dossier, c'est pas grave, je le prends et je le glisse ici. Comme ça, je l'ai là, voilà, qui maintenant est vide. Je fais ici un clic droit, sauf que c'est vraiment comme Adobe Premiere, c'est vraiment un peu la même philosophie à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ici, je vais créer une nouvelle timeline. Il y a le raccourci qui s'affiche à côté si vous voulez l'utiliser. Donc c'est pomme N ici parce que je suis sur Mac. Ici, je crée une nouvelle timeline. Donc ici, je vais utiliser les paramètres du projet. Maintenant, je peux décocher aussi pour vérifier ce qu'il m'a fait quand même. Voilà. Et donc, je suis bien en 25 images secondes, etc. Voilà, là j'ai aussi tous mes autres réglages. Ce qui est intéressant, c'est que je peux créer vraiment des timelines aussi à des résolutions différentes. Par exemple, je peux commencer à monter ici en Full HD pour la TV, par exemple, et faire après une nouvelle timeline pour TikTok, pour un export, pour les réseaux sociaux. Donc ici, bon, c'est bon. Voilà. Ici, je vais donner un nom à ma timeline, des rushs, en stéréo. Et voilà. Et là, je peux commencer à dérusher. Voilà, on va aller très rapidement. Donc, comme dans Adobe Premiere, c'est I pour faire in et O pour faire out. Donc, in, entrée, out, sortie. Voilà. Comme ça, je sélectionne juste ce qui m'intéresse dans ma vidéo. Et après, je peux l'insérer. Donc ici, le raccourci, par exemple, c'est F9. Voilà. Sinon, vous pouvez prendre aussi et drag and drop. Donc ici, il a mis ça parce que maintenant, ce qu'il affiche, c'est ma timeline et c'est plus mon rush. Et si je reclique ici, on voit que je suis sur mon rush parce que de nouveau, il y a mon in et mon out. Donc si j'avance et que je refais un in et un out plus loin pour avoir l'autre partie, je peux aussi faire un drag and drop. Je vous avoue que moi, pour faire ça, je fais du drag and drop. Voilà. Et ça, chacun a ses petites facilités. Donc, pour aussi s'y retrouver, par exemple ici, je peux commencer à trier tout mon spectacle là, et à prendre différents artistes, par exemple. Comme sur Adobe Premiere, on peut mettre sur la piste en haut ou en bas. Voilà, in et out. Et on va dire que je veux donner des couleurs différentes pour mes artistes. Comme j'ai plusieurs artistes qui sont sur scène, j'ai envie de savoir dans mon dérush quel artiste c'est. Bah, je peux dire par exemple pour la première partie, je laisse en bleu. Et ici, si je sélectionne les deux plans ici et que je fais un clic droit, et que je fais couleur du plan, je peux le mettre en abricot, par exemple. Et trier tous mes rushs comme ça. Je peux aussi faire ça pour mes A-rolls et mes B-rolls. Donc les A-rolls, c'est quoi? C'est les plans principaux, et les B-rolls, c'est les gros plans, les inserts qui vont m'aider à agrémenter mon montage. Je peux aussi donner des couleurs, ça c'est à vous En fait, vous faites ce que vous voulez pour vous y retrouver. Voilà. Il n'y a pas de règle absolue, c'est vraiment vous qui faites votre petite popote. Voilà. Alors, ici, j'ai sélectionné ce plan-là. Et ici, dans l'inspecteur, ce sont tous les attributs de mon plan. Donc ici, j'ai tous les réglages de volume, par exemple. Je peux augmenter, baisser le volume. J'ai des fonctions qui ne sont que pour la version studio. J'ai le Voice Isolation, avec mon meilleur accent anglais, qui peut par exemple m'aider avec de l'intelligence artificielle. Ça peut m'aider vraiment à isoler la voix. C'est assez bluffant. J'ai eu des cas avec des prises de son en rue, on entendait un brouhaha assourdissant derrière, et je n'ai su vraiment garder la voix. Et ça ne faisait pas des effets robotiques. C'est vraiment les avantages de la version studio, et ça fait gagner vraiment un temps de fou. Il y a aussi le Music Remixer. Si vous avez de la musique, vous savez vraiment isoler chaque instrument. Vous savez garder juste la voix, vous savez garder juste la guitare, juste les drums, supprimer la voix, supprimer la guitare, supprimer les drums. Ça c'est, vous pouvez faire votre propre musique de karaoké si vous avez envie. Alors ici vous avez des effets, mais je n'en ai pas encore mis. Donc ça c'est, si je vais ici, dans effets, vous pouvez mettre des effets. Et en plus, juste en survolant l'effet, il y a vraiment des chouettes icônes qui sont bien faites pour comprendre vraiment ce que fait. Hop. Et vous pouvez mettre des effets à vos vidéos. Il y a des effets aussi qui sont peut-être propres à la version studio et pas à la version gratuite. Donc vous allez peut-être voir juste ici des choses que vous n'avez pas. Mais bon. Je vous ferai aussi une vidéo sur des plugins, notamment ceux de Patrick Sterling, qui fait plein de plugins gratuits et payants. Moi j'ai tous ces gratuits, vraiment des trucs très chouettes. Je ferai une vidéo à part là-dessus. Donc vous avez aussi des OpenFX, certains ne sont pas disponibles sur la version gratuite. Voilà. Il y a vraiment plein de choses intéressantes. Ou pas.
Ça dépend un peu, c'est au cas par cas. Toujours aller mollo avec les effets. Hein. Faire de l'effet pour de l'effet, ça n'a vraiment aucun sens. Vous avez aussi des titres, vraiment toute une flopée de titres. Encore une fois, il y en a qui ne sont propres à la version gratuite et à la version payante. Voilà, ici, il y a le texte basique par exemple. Il y a le texte plus, quand on voit comme ça a l'air d'être le même. Là aussi, je ferai une vidéo vraiment dédiée au texte plus et toutes les animations qu'on peut faire dedans. Je vais pas m'y attarder maintenant. Plein de choses qui peuvent être intéressantes, notamment ce qu'on appelle des lower third. C'est lequel celui-là? Pas celui-là nécessairement. Ah, je vais plutôt aller chercher celui-ci. Voilà. Alors pour l'utiliser, c'est très simple. Je le prends et je le glisse. Hop, ici par exemple sur ma timeline. Je l'ai mis dans le vide parce qu'il voulait pas. Alors je vais d'abord redescendre ces deux plans là, j'aurai plus facile. Voilà. Donc je vais prendre mon texte. Ops, et le glisser par exemple ici. Si je fais play maintenant, barre d'espace comme sur première, j'ai directement voilà, mon texte qui est ici. Et ici, je peux simplement voilà, mon prénom par exemple, voilà, si je descends, je peux choisir ici la police en survolant. Voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est un peu Garcimore. Voilà. Il y en a qui prend en compte et d'autres pas. Juste en survolant, je sais voir ce que ça donne, ça c'est vraiment assez intéressant. Je peux choisir la couleur de mon texte. Voilà. Si je veux faire un truc bien dégueulasse et bien kitsch, j'aime bien en exemple de faire du bien dégueulasse et du bien kitsch. Mon second texte, artiste du jour. Pareil, je sais choisir ma police et je vais, tant qu'à faire du kitsch, prendre du bien dégueulasse. Un open oh, ça, voilà, quelque chose qui va pas ensemble. On va faire une couleur encore plus bien dégueulasse, voilà. Et là, on peut changer les arrière-plans. C'est la ligne, ça, je crois que c'est. Ah non, c'est l'arrière-plan. Voilà, enfin, des couleurs qui vont absolument pas ensemble. Qu'est-ce qu'on va prendre qui va absolument pas avec ça? Il faut surtout pas que je fasse du beau, hein. Voilà, la ligne, bon, il y a une petite ligne, je crois, on ne la voit pas bien. Ouais, voilà. Là on la voit bien, je peux la mettre en blanc. Voilà. On voit, au moins on voit bien les changements. Donc si je vais aussi, donc on peut changer aussi la taille du texte. Hein. Je ne l'ai pas dit. Le tracking, donc ça c'est l'interlettrage, voilà. Etc, etc. Ici c'est quoi? C'est le fond qui est là derrière. Allez, wow, voilà, ça fait bien vomi. Voilà, c'est bien moche. Et donc j'ai mon texte bien moche. Mais donc vous avez tout des tas de titres qui peuvent être assez intéressants. Il y a des trucs aussi assez kitsch, hein, donc toujours aller avec parcimonie avec certains trucs. Il y a certains effets qui sont faits directement dans Fusion, donc la partie effets spéciaux. Donc vous savez vraiment décortiquer chaque effet et le modifier à votre guise. Voilà. Les trucs peuvent être assez chouettes, notamment pour les réseaux sociaux. Ici en dessous, vous allez aussi retrouver l'onglet des sous-titres. Donc là, vous prenez votre texte, hop, vous le mettez ici, vous voyez qu'il crée une piste sous-titres. Et vous pouvez d'ailleurs renommer ça par exemple FR pour français. Et créer toute votre piste en sous-titres en français. Et puis après dupliquer sur une ligne au-dessus et faire tous vos sous-titres en anglais, etc. Et à l'export, vous pourrez choisir d'exporter les sous-titres qui sont directement imprimés dans votre vidéo, ou sur des fichiers à part qui seront par exemple utilisés pour les chaînes de télévision ou les cinémas, et qu'ils puissent les sélectionner pour choisir les sous-titres qu'ils veulent. Mais ça, je ne vais pas approfondir maintenant. Donc voilà. Ici, vous pouvez créer votre sous-titre. Là, je vais ici zoomer. Donc ici, vous avez un zoom pour pouvoir zoomer ou dézoomer sur votre timeline, votre ligne du temps. Vous pouvez déplacer votre sous-titre pour décider à partir de quand vous voulez le mettre. Vous pouvez ici, vous pouvez ici le réduire ou l'augmenter pour décider de sa durée. Voilà, si je clique ici, je mets mon texte et ici je retrouve le timecode pour être très précis. Si vous avez vraiment un timecode précis, de savoir à partir de quelle image, jusqu'à quelle image vous voulez votre sous-titre. Je vais taper sous-titre 1. Voilà, et j'ai mon beau sous-titre 1. Voilà. Si je clique ici et que je fais ajouter un nouveau, il m'ajoute un sous-titre directement après.
Je peux revenir ici au sous-titre suivant ou précédent pour corriger mes sous-titres. Mes sous-titres, pardon. Sous-titres, désolé. Si je clique ici sur piste, vous pouvez décider de la police de votre sous-titre, du style, en italique, en semi-bold, en extra bold, etc., etc. De la couleur de votre sous-titre, de sa taille, de l'interlignage si vous avez plusieurs lignes, etc. S'il est centré, aligné à gauche, à droite, etc. Éventuellement, vous pouvez décider d'un contour. Par exemple, s'il y a beaucoup de blanc, vous avez un texte blanc avec un fond blanc, vous pouvez mettre en noir et d'avoir un petit contour noir. Pourquoi pas. Voilà. Vous pouvez aussi créer une ombre portée. Vous pouvez créer un arrière-plan. Ça peut être aussi intéressant. Et décider de sa couleur. Et même de faire des gradés de couleurs. Bon, là, ça peut être vite kitsch. Et là aussi, de lui faire un contour. Toujours aller quand même mollo avec ce genre d'effet. Pour pas que ça fasse sapin de Noël, hein, que ce soit vraiment kitsch. Des fois, less is more, comme on dit en anglais, faire du simple, de l'efficace et du sobre, c'est souvent beaucoup mieux. Mais c'est un peu au cas par cas. Je ne vais pas aller plus loin ici dans les outils, parce que c'est une vidéo dédiée aux débutants. On pourra peut-être voir certaines fonctions dans d'autres vidéos plus poussées. Je vais juste peut-être vous montrer à quoi ressemble Fusion. Et en gros, c'est juste pour vous montrer la philosophie de travail. Par exemple, si je veux mettre une image en surimpression, donc ici je vais sélectionner par exemple mon Media In et je vais lui dire d'après de mettre un merge. En gros, c'est pour lui dire qu'il va devoir mélanger une image avec une autre. Pour le moment, il n'y a rien qui se met devant parce que je n'ai pas amené d'image. Voilà, donc je vais aller dans Image, je vais prendre un logo, le glisser ici. Je vais le connecter à mon merge, et là on voit qu'il est devant. Voilà. Par exemple ici, je ne sais rien faire d'autre, je lui ai juste dit de mélanger, je ne sais même pas le déplacer. Si je veux le déplacer, il faut que je sélectionne, je vais ici faire un clic droit, et je vais renommer, pour savoir ce que c'est, donc logo. Voilà. Et je vais devoir lui mettre un outil qu'on appelle un transform. Donc je vais mettre insérer un outil. Ici j'ai transformation. J'ai transformation. Voilà. Et avec ça, il me met un modificateur ici qui me permet de déplacer, voilà, d'agrandir mon image. Donc, ici, c'est parce que je passe par fusion. Hein. Je peux le faire de manière plus simple. Hop. Si je suis ici dans mon montage, voilà, je prends mon logo et je vais le mettre ici sur une piste, voilà, et j'aurai mon logo. Et je pourrais modifier ici la taille de mon logo, sa position. Mais les deux outils ne sont pas destinés à la même chose. Ici c'est plus de l'habillage vite fait. Fusion est vraiment fait pour faire des effets spéciaux. Je pourrais le mettre dans un environnement 3D, mon logo, et faire des choses beaucoup plus poussées. Ici c'est juste pour vous montrer la base. Parce qu'après je pourrais dire à mon image que je vais suivre la tête de Christina qui est ici, et que mon logo suive les déplacements de sa tête. Chose que je ne peux pas faire dans l'interface de montage. Ici je peux continuer à monter ma vidéo. Une fois que ma vidéo est finie, avec mes beaux trucs kitsch que je vous ai mis là juste pour vous montrer, une fois que ma vidéo est finie, je peux cliquer ici sur l'onglet d'étalonnage, et je vais retrouver des fonctions pour régler mes couleurs. Là aussi, je ne vais pas aller nécessairement très loin avec vous. Mais ici, j'ai aussi des nodes un peu comme dans Fusion. Et je vais commencer à mettre des nodes différents pour faire différentes choses. Voilà, par exemple, ici de base, je peux changer le libellé. Je vais mettre contraste. Je vais juste faire quelques réglages de base. Donc, si je trouve que ma vidéo est trop sombre ici, par exemple, je peux augmenter mon gain. Je peux augmenter le contraste. Je peux augmenter la saturation. Voilà, parce que je trouve que mes couleurs sont un peu fades. C'est normal, j'ai filmé en... J'ai pas vraiment filmé avec un log, parce que j'ai une caméra de chez Blackmagic aussi. C'est la caméra Ursa G2. Qui filme plutôt dans une sorte de demi-log. Voilà, un log c'est une image qui est assez fadasse.
Mais ce qui est intéressant d'avoir cette image FADAS, c'est qu'il prend toutes les informations dans les hautes lumières et les basses lumières, donc il a ce qu'on appelle une grande dynamique, et qui me permet justement après d'aller régler toutes mes couleurs, et que mes blancs ne soient pas cramés, et que mes noirs ne soient pas complètement bouchés et tout noir. Donc ici, par exemple, si je clique, vous voyez le petit onglet magique, on voit un avant et un après. Mais ça me permet vraiment de travailler avec toutes les informations dans mon image. Par exemple ici, je crois que je suis un peu chaud, donc je peux aller régler ma température de couleur ici, et le refroidir un peu. Je vous avoue que je navigue un peu à l'œil, parce que je vous explique, normalement je devrais regarder ce qu'on appelle ici les histogrammes. Pour un niveau débutant, je ne vais pas commencer à vous expliquer ça, je pourrais aussi vous expliquer ça dans une vidéo plus approfondie. Encore une fois, je vous invite sinon à aller voir vraiment les vidéos de Mathieu Misiraka qui poussent toute cette partie théorique assez loin. Une fois que j'ai fait des réglages de base, je vais pouvoir commencer à mettre différents nœuds de correction. Donc, il y a différents types de nœuds aussi. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail. On est dans une vidéo vraiment pour les débutants, pour vous aider à commencer à monter, un peu régler vos couleurs. Mais si vous commencez à donner après un look avec une patine, travaillez vraiment avec des nœuds différents. Faites vos corrections de base sur un premier nœud, et faites après votre look sur un autre nœud. Et puis après, vous pouvez aussi encore mettre d'autres nœuds pour des corrections, par exemple pour isoler le visage et juste corriger la peau. Voilà. Vous pouvez vous retrouver vite avec 10-15 nœuds pour faire un plan. Mais on va pas rentrer dans le détail maintenant. Voilà. Ici par exemple sur mon deuxième nœud, là je peux commencer vraiment à faire des corrections colorimétriques. Voilà, si je veux faire un effet un peu... Voilà, je fais un peu... un truc un peu extrême, mais c'est vraiment pour vous montrer en fait ce qu'on peut faire. Voilà. Les étalonneurs d'ailleurs ils travaillent pas directement avec la souris ici. J'ai un pupitre d'étalonnage, mais je ne l'ai pas branché pour vous montrer parce qu'ici on est vraiment dans quelque chose pour débutants. Mais avec le pupitre, je peux aller régler ça de manière très très précise. J'ai avec ce qu'on appelle un trackball, donc il y a 3 boules qui correspondent à ces roues-là et qui permettent d'être très fin dans les réglages. Voilà. Une fois que j'ai fait ma correction colorimétrique, donc vous pouvez voir un avant et un après. C'est un peu extrême, hein, c'est un peu kitsch aussi, mais encore une fois c'est pour vous montrer et je préfère pousser un peu dans des trucs comme ça, mais qu'on voit un peu de quoi on parle. Vous pouvez, parce que là je fais dans cet ordre là, mais vous pouvez monter et aller ici dans l'onglet Fairlight et faire vos réglages son. Voilà, si on veut apporter des sons et des musiques, ici j'ai des sons. Comme dans Adobe Premiere, je vais... Oups. Par exemple, je vais double-cliquer pour prendre le petit jingle que je vous ai fait écouter tantôt. Oups. Voilà, je vais le glisser ici sur une ligne en dessous. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, ça dans Adobe Premiere aussi, hein, c'est muter les dialogues, par exemple ici, ou juste la musique. Donc là, si je clique sur mute pour ma musique, j'ai le volume qui est un peu bas. Donc on n'entend pas bien la voix derrière, mais il y a une voix. Vous pouvez aussi cliquer sur S, c'est solo, ça veut dire qu'il n'y a que cette piste-là qui joue. Et vous pouvez verrouiller la piste. Alors après, pour des réglages plus poussés, maintenant, je ne suis pas ingénieur du son, donc je vais un peu passer mon tour, mais c'est ici qu'on va pouvoir notamment remettre tous les effets. Voilà, tous les effets. On va pouvoir remettre tous les effets. Voilà, il y a plein d'effets qui sont dedans. Vous allez pouvoir aussi installer pour les vrais pros du son ce qu'on appelle des VST. Voilà. Pour ceux qui sont dans le son, qui s'y connaissent, ils savent de quoi je parle. C'est vraiment des plugins qui sont dédiés, comme par exemple à Pro Tools. Tout ça, vous allez pouvoir les utiliser et les installer ici. Je ne sais même pas où ça va. Attendez, je regarde juste un truc. Non, c'est pas ici. Et je sais aussi qu'on sait faire du son spatial. Voilà, du son par exemple pour du 5.1 et plus, avec des sons qui tournent vraiment dans la pièce. Et vous pouvez avoir une sorte de diagramme avec votre son et l'animer pour le faire tourner sur 360 degrés. Moi je travaille avec un ingénieur du son qui ne fait que ça, je lui donne mes fichiers DaVinci Resolve. Non, je lui donne pas mes fichiers DaVinci Resolve, on peut même travailler directement sur le même projet en ligne, en même temps avec la version studio, et je crois que maintenant dans la version gratuite on peut faire ça aussi. Voilà, vous pouvez
avec vos collègues de classe ou vos collègues tout court selon que vous êtes étudiant ou professionnel, chacun monter chez vous et travailler en temps réel sur le même projet, vous allez voir les modifications que l'autre fait en temps réel, etc. Voilà, une fois que j'ai fini ma belle vidéo, comme je vous l'ai montré tantôt, je peux ici exporter ma vidéo. Donc par exemple ici, être sur custom, bon, je préfère quand même toujours être sur custom et choisir tout ce que je fais. Voilà, par exemple faire un MP4, voilà, codec H264. La résolution de ma timeline, oui. Nombre d'images par seconde de ma timeline, oui. Voilà, il y a différents profils d'encodage voilà, qu'on peut choisir aussi. Là, par exemple, j'ai envie de l'avoir en haute qualité, en multipass. Je peux aussi la qualité, lui dire combien je veux de kilobytes par seconde. Là, on peut décider d'exporter en pixels carrés, cinémascope, etc. On peut changer l'espace colorimétrique de sa vidéo. Je ne vais pas encore une fois rentrer en détail là-dedans, mais ça je suis pas sûr que dans Premiere d'ailleurs on sait le faire. J'ai vraiment un gros doute. Voilà, c'est vraiment dédié au cinéma, mais ça encore c'est des outils très puissants. Mais pour les débutants, n'allez pas chipoter là-dedans, vous allez vite faire des bêtises. Vous allez vite avoir des couleurs qui ne seront pas idéales, ou qui ne seront pas raccord avec ce sur quoi vous avez travaillé, donc touchez pas à ça. Et si vous avez fait des sous-titres, ici vous avez les paramètres de sous-titrage, vraiment tout en bas. Ça c'est aussi assez important si vous voulez faire des sous-titres. Donc là je peux décider d'exporter les sous-titres. Dans un fichier séparé, je peux aussi l'incruster dans la vidéo, et les sous-titres intégrés. Voilà. Et là il y a différentes normes, encore une fois, de sous-titres différentes, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Pour le moment je n'ai qu'une piste par exemple, donc je pourrais dire français. Voilà. Je pourrais avoir un fichier SRT. Et voilà. Donc si je reviens tout en haut aussi, je donne donc un nom à mon fichier. C'est vrai que je crois que je n'ai pas sauvé mon projet depuis le début. Sauvez vos projets, sauvez vos projets. Je le dis en plus, voilà. Mes élèves, c'est pour ça qu'ils mettent nom du fichier sans titre. Projet test. Voilà, par exemple. Autant qu'on dirait que j'ai écrit en roumain. Projet test. Voilà, je vais l'enregistrer. Donc, ce serait par exemple projet test render V1. Même si je crois que de cette vidéo, il n'y aura qu'une VA de ça. Le chemin, où est-ce que je veux aller mettre ça? Voilà, là, je choisis mes documents, par exemple. Voilà, je choisis mes cours vidéo. Render, par exemple. Et je peux décider de l'exporter là. Une fois que j'ai réglé tout ça, je fais ajouter à la liste d'export. Après, je peux modifier une autre timeline et aussi additionner les différents rendus ici. Il me les mettra un à la suite. Voilà. Donc ici, je sélectionne, c'est fait. Je fais tout exporter. Et il m'exporte ma jolie petite vidéo. Toute moche, toute pourrie. Et voilà. Vous avez votre vidéo qui est faite. Il faut juste que j'aille rechercher ça. Cours vidéo. Hop, render. Et il m'a mis mon fichier de sous-titres dessus sur lequel il n'y a rien. Si je l'ouvre par exemple avec LibreOffice, voilà, je vais pouvoir voir que qu'est-ce qu'il y a dans un fichier de sous-titres. Bah, un timecode. Et donc ma vidéo ici. Projet render. Voilà, j'espère que ce tutoriel sur les... Voilà, j'espère que ce tutoriel sur les bases de DaVinci Resolve vous aura aidé à débuter. N'hésitez pas à me faire un retour positif et négatif pour aider à améliorer mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine vidéo.